RFM Midi. RFM Midi. Midi sur RFM, mesdames, messieurs, bonjour, le grand journal. Georges Bétédieu. Au sommaire, ouverture des classes, c'est la rentrée aujourd'hui, le défi majeur, le démarrage effectif des cours. Oubitei Diangtei ont fait le point dans ce midi. Yavuz Selim SA, État du Sénégal, dossier classé. L'État renonce à son action judiciaire. La société Yavuz Selim SA parle de première victoire en attendant la rencontre entre les deux parties cet après-midi. Réaction d'un proche du chef de l'État sur le débat posé par le professeur Babacar Gueye. Le constitutionnaliste a affirmé que Macky Sall peut briguer un troisième mandat en 2024. Dans ce grand journal, El Hadj Hamidou Kassé, ministre conseiller en communication du président de la République et cadre de l'APR, à suivre. Réumi de Idrissa Seck dans une mauvaise passe, le secrétaire national chargé des relations internationales de la formation de Idrissa Seck, directeur par ailleurs de l'école du parti, charge Déthié Fall. Yankoba Seydi lui reproche un accaparement et une gestion clanique. L'actualité internationale, Anna Rocha, bonjour. Bonjour Georges Déthié. Les titres. À la une, les procès inédits de membres présumés de Boko Haram. Plus de 2000 personnes appelées à comparaître devant la justice du Nigeria. Procès à huis clos. Collision meurtrière en haute mer. Une embarcation militaire a heurté un bateau de migrants au large de la Tunisie. Bilan provisoire, 8 morts et des dizaines de disparus. En RDC, c'est un casque bleu qui a perdu la vie dans l'attaque d'une base de la MONUSCO à Béni. Merci Anna Rocha. Les sports, ce sera avec vous, Malal Junior Diagne. Bienvenue. Merci Georges Déthié-Diop. Reprogrammation de la rencontre Afrique du Sud-Sénégal. Le Burkina Faso met le pied dans les plats. Les Burkinabés ont introduit un recours auprès du tribunal arbitral du sport pour annuler la décision de rejouer ce match le 10 novembre prochain. Ballon d'or 2017, les 10 premiers noms sur une liste des 30 nominés a été dévoilée ce matin par le comité d'organisation basketball. L'AS Douane veut retourner en Afrique après avoir gagné le championnat et la Coupe du Sénégal. Les Gablous veulent désormais se mesurer au plus fort sur le continent. À suivre la chronique de Abdoulaye Cissé, la revue de presse de Barthélémy Ngom et point de vue aujourd'hui sur le débat né de la sortie du professeur Babacar Gueye. Selon le constitutionnaliste Macky Sall, selon le constitutionnaliste, rien n'interdit au président Macky Sall de briguer un troisième mandat en 2024. On en parle aux alentours de midi 35 minutes. Mamadou Diop Vincent sur la partie technique de ce grand journal. Bienvenue à toutes et à tous. RFM Midi, Georges Bétédieu. Nécrologie pour démarrer. L'artiste Ndeye Diarra Gueye n'est plus. Elle est décédée dans la nuit du dimanche au lundi. Ndeye Diarra Gueye a révélé au grand public grâce au tube Diambal au début des années 2000. RFM, le journal. L'affaire Yavuz Selim, l'État renonce à son action judiciaire. Conséquence, le juge des référés du tribunal de grande instance hors classe de Dakar clôt le dossier. Les conseils de Yavuz Selim crient victoire. Maître Moussa Sarr pense que l'État a fini par se rendre compte de l'évidence. En fin de semaine dernière, les conseils de l'État du Sénégal ont saisi le tribunal pour demander ce qu'on appelle un rabat du délibéré, pour obtenir ensuite la réouverture du débat, pour produire un arrêté du 11 septembre. Donc lorsqu'ils ont fait la demande, n'est-ce pas, le délibéré était programmé pour aujourd'hui. À l'audience, le tribunal a donné acte, a fait droit à la demande de rabat du délibéré. Et le juge a demandé aux parties de faire leurs observations et qu'ils entendaient remettre l'affaire en délibéré. Les avocats de l'État, contre toute attente, ont dit qu'ils souhaitent, n'est-ce pas, se désister de leur action. Et le tribunal les a donné acte du fait que c'était l'État qui était demandeur à la procédure de mise sous administration provisoire des écoles Yavuz Selim. Le tribunal les a donné acte. Donc l'État du Sénégal a renoncé à son action et à son instance. Nous considérons que c'est une victoire d'État. Vous nous avez suivi tout au long de la semaine. Nous avions dit devant le tribunal que l'État du Sénégal ne pouvait pas demander la mise sous administration provisoire d'un bien appartenant à autrui, outre le fait que la procédure était irrecevable. Et tout le monde était convaincu lors des plaidoiries à l'audience que l'État n'avait pas du tout raison, outre le fait que la procédure était irrecevable et que dans le fond, l'État n'avait pas raison. Donc l'État a essayé de sauver la face. Donc nous considérons que c'est une victoire d'étape très importante parce que l'État a pris conscience
de son erreur, du mal fondé de son action et a décidé, n'est-ce pas, de renoncer à son action. Donc c'est une victoire d'étape extrêmement importante. Le gouvernement et Yao Selim SA se rencontrent cet après-midi. Lors d'une rencontre la semaine dernière, le groupe Yao Selim SA avait dit son opposition à la proposition de l'État de mettre sous administration provisoire les écoles Yao Selim. Yao Selim SA avait annoncé la société rendrait publique sa contre-proposition ce lundi. Aujourd'hui, 9 octobre 2017, la rentrée des classes. Le ministre de l'Éducation effectue une tournée dans les écoles de la capitale depuis ce matin. La rentrée des classes dans une commune frontalière avec le Mali, à Bélé, dans la région de Tambacounda. Le sous-effectif des enseignants freine le concept Ubitei Diangtei, même si les fournitures scolaires sont déjà mises à la disposition des écoles. Moussa Oumar Gueye. Naye, situé à 2 km de Kidira, la frontière du Mali, le conseil municipal de Bélé a débloqué 5 millions CFA pour les fournitures scolaires. Une distribution qui a coïncidé ce lundi avec la rentrée des classes. Seydouka est le maire de Bélé. Distribuer tous les fournitures de scolaires. Oui, parce que depuis les 4 quand même, on a fait tour avec l'IF, on a fait tour de la commune avec les ASC. Ils sont vraiment désherbés toutes les écoles et nettoyer les classes, les salles de classe actuellement parce que nous faisons partie le programme de chef de l'État Ubitei Diangtei. C'est ce qu'on veut appliquer dans la commune de Bélé. Alors que je pense que cette année, l'année passée, on a retenu des écoles alors qu'on a quand même vu, on avait 40% de réussite de Ubitei Diangtei. Même les écoles qui n'ont pas été évaluées, ils sont fait Ubitei Diangtei. Donc de cette année aussi, on pense que ça va être une meilleure année des scolaires de Ubitei Diangtei. Dans toutes les écoles de commune de Bélé, il y a 25 écoles. Toutes est désherbées, nettoyées, il n'y a pas de problème. À Tambacounda commune, les autorités administratives, académiques, parents d'élèves et membres de la coalition en synergie pour la défense de l'école publique COSYDEP ont tous conjugué leurs efforts pour réussir le Ubitei Diangtei. Mais le déficit d'enseignants, dans une certaine mesure, bloque systématiquement la rentrée scolaire dans certaines localités. D'où l'urgence de trouver une solution. Moussa Oumar Gueye, Tambacounda, Radio Futur Média. Les tout-petits, c'est leur première expérience à l'école. Dans certains établissements, le concept Ubitei Diangtei ne s'applique pas à ces élèves de CI. Les professeurs, les enseignants plutôt, veulent attendre qu'ils soient tous au complet pour entamer les cours. Un reportage de Adama Anouchkaba. Quand on est petit, on a hâte d'aller à l'école, même si l'enthousiasme des débuts ne dure pas. École Les Manguiers 1, pendant que les autres classes font cours, les CI jouent. Ils sont 20 dans la salle de classe, 100 mètres. Ils n'ont même pas cours ce matin. Nyorol Diouf est le directeur de l'école. Ils viennent d'arriver juste, on pense à écrire leur nom sur la liste de la classe de CI. Il n'y a pas cours. Bon, il y a juste c'est la formation des listes, s'asseoir, commencer à se mettre en rang, donc la formation de bonnes habitudes comme on dit. C'est une nouvelle vie qui commence pour ces enfants. Beaucoup d'entre eux n'ont même pas fait la maternelle. C'est pourquoi, nous dit le directeur, l'enseignement risque d'être difficile. C'est extrêmement difficile, hein? Très difficile. Ils veulent apprendre une langue nouvelle, il faut leur parler français, acquérir d'une manière globale les mots pendant 1 à 2 mois, apprendre à faire la lecture, apprendre à compter, à faire du calcul. Changer les habitudes également. Les habitudes de la maison. De nouvelles amitiés se créent également entre ces élèves qui pourtant ne se sont jamais vus auparavant. Les plus timides restent tranquilles dans leur coin. Dans la famille, il y a ce qu'on appelle les pères. Ils ont les amis d'enfants, les amis du quartier, les frères et sœurs. Mais arriver à l'école tout de suite, c'est une autre dynamique qui se crée. Il y a donc des enfants d'origine différente qui se regroupent et les maîtres maintenant doivent organiser tout ça. Extrêmement délicat. Le concept Ubitei Diangtei ne s'applique pas à ces enfants. La direction de l'établissement Les Manguiers 1 préfère attendre qu'ils soient tous au complet pour commencer les cours. Jour de rentrée, premier jour de rentrée des classes, donc bonjour les embouteillages qui ont repris. Beaucoup d'automobilistes ont du mal ce matin à amener les enfants à l'école. Les conducteurs de taxi, eux, sont obligés de faire des détours pour arriver à temps. Salimata au reportage. Premier jour de classe
Premier tracas, des embouteillages monstres au niveau de l'autoroute, la route nationale, la VDN, entre autres. Sur la corniche, des voitures sont entassées, permettant même à certains automobilistes d'entamer des discussions. Mam Gaye Mbodj est conducteur de taxi. Il a passé plus d'1 heure pour se rendre au centre-ville. Vous voyez, j'ai quitté la Padoue pour me rendre en ville, mais j'ai fait plus d'1 heure sur la route et j'ai fait beaucoup de détours. C'est vraiment compliqué. Apparemment, tous les parents veulent accompagner leurs enfants à l'école. Pour Mamadou Ndiaye et Pape Fall, c'est un énorme manque à gagner et les clients ne veulent pas mettre le prix. 1h30 de Guédiawaye à Dakar. Je suis obligé même de garer ma voiture, sinon je risque de rouler sans avoir le moindre sou. Vraiment, c'est très compliqué et cela freine nos activités. Yadali est étudiant. Il a déboursé plus pour venir à la faculté à l'heure, après des heures d'attente. Pendant plus de 2 heures, raison pour laquelle j'ai pris, j'étais obligé de prendre le clando entre guillemets, raison pour arriver à l'heure. Je suis descendu ici, tu payes 300, tu prends ça au niveau de Liberté 5 là. Beaucoup d'usagers rencontrés se désolent de la situation de ce matin. Les conducteurs affirment que ce sont les conséquences de l'ouverture des classes. Beaucoup de parents veulent accompagner leurs enfants le premier jour de l'école. Un tour à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar où les enseignants membres du SAES sont en mouvement d'humeur, rétention des notes et boycott des examens de rattrapage pour réclamer le paiement des heures supplémentaires. Sur place, les étudiants semblent prendre fait et cause pour leurs professeurs. Ils dénoncent l'attitude des autorités qui, à leur avis, n'ont pas respecté leurs engagements. Barthélémy Ngom. Lunettes bien vissées sur le visage, chemise carrelée assortie d'un pantalon noir, Oumarou Noba est étudiant en Master 2 à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Lui, comme tant d'autres étudiants, sont préoccupés par le mouvement d'humeur du SAES. Je sais que ça ne va pas nous arranger. Surtout les gens vraiment à qui on retient leurs notes alors qu'ils ne savent même pas d'abord s'ils vont aller en rattrapage. Je crois que c'est un dilemme pour les étudiants. Je crois que l'année académique commence vraiment très mal. Serigne Ahmadou Sen, étudiant en Master 1. Il est aussi le président de l'amicale des étudiants de la faculté de droit. Ce mouvement d'humeur du SAES, bien évidemment, l'inquiète. Oui, cela nous inquiète, bien évidemment, parce que nous, ce qui nous intéresse véritablement, c'est de faire nos cours à temps réel, de faire nos examens et quitter. Si aujourd'hui les professeurs menacent encore de boycotter les examens, nous risquons encore de perdre des mois ou en tout cas beaucoup de semaines dans l'autre année, et ce qui va peut-être impacter encore une fois sur ce quantum horaire-là. Cet argent-là qu'ils injectent dans la politique ou dans des choses qui n'ont aucune importance, des futilités, mais il fallait véritablement qu'on le donne aux enseignants. Depuis des années, le quantum horaire est perturbé à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Perturbé parce que le calendrier des cours n'est plus respecté à cause des grèves à répétition. Et c'est pourquoi Serigne Ahmadou Sen lance un appel aux enseignants du SAES. Nous demandons solennellement aux enseignants de ne pas trop braquer le rétroviseur au niveau de l'État, mais de voir aussi cet étudiant-là qui est là, dépourvu de moyens, le plus vulnérable, de voir en tout cas comment faire pour sauver son avenir. Les étudiants mettent donc tout sur le dos des autorités et menacent. Nous ne manquerons pas, nous aussi, de manifester notre colère. En cette période de révision pour les examens de rattrapage, les étudiants se disent confus. Confus parce qu'ils ne savent pas quelle matière réviser car leurs notes sont retenues par les enseignants du SAES, le syndicat autonome de l'enseignement supérieur qui annonce également un éventuel boycott des examens de rattrapage pour exiger le paiement des heures supplémentaires du premier et du second semestre. RFM, fréquente modulation 94.0, la radio en puissance. La police fait le bilan de ces opérations de sécurisation menées durant le week-end. Au total, 1571 individus ont été interpellés pour divers délits. Selon un communiqué de la police nationale, plus d'1 kilogramme de drogue plutôt, 146 cornets de chanvre indien et 3 joints ont été saisis. 295 véhicules ont été aussi mis en fourrière. De même, 464 motos et 17 véhicules hippomobiles. Nous nous rendons à Fatick retrouver Aminata Goudiaby. Fatick où de nombreux accidents en mer sont recensés ces dernières années. Un changement de comportement s'impose aux populations insulaires. Le port strict du gilet de sauvetage, la surcharge est aussi à bannir.
Une bonne frange des habitants des départements de Foundiougne et de Fatick vit en zone insulaire. Leurs déplacements se font tout naturellement en pirogue. Le dernier recensement du service régional de la pêche et de la surveillance maritime de Fatick fait savoir que la région de Fatick compte au total 2511 embarcations. Au dernier contrôle effectué par les services compétents, toutes ces pirogues étaient en bon état. Mais qu'est-ce qui provoque donc ces récurrents chavirements de pirogues? Ces dernières années, de nombreux accidents en mer ont été notés dans la région. Des chavirements qui causent en tout cas pour la plupart des décès. On n'oublie pas encore le drame de Bitenti qui a occasionné la mort de 21 personnes, des femmes en majorité. Celui de Faoy de samedi dernier a fait 6 morts et 19 rescapés encore choqués par cet accident survenu dans la commune de Djilas, dans l'arrondissement de Fimela. Il y en a d'autres. Le ministre de la Pêche et de l'économie maritime l'a dit et répété, il faut que les normes sécuritaires soient appliquées par les piroguiers et les usagers des embarcations. La surcharge sur les pirogues doit être bannie ainsi que les réticences notées sur le port du gilet de sauvetage. Des gilets, selon Omar Gueye, de plus en plus accessible à moindre coût. Un changement de comportement s'impose donc aux populations, surtout insulaires. Ces chavirements avec leur lot de dégâts laissent toujours de nombreuses familles dans l'émoi et le désespoir. Les populations insulaires de leur côté attendent avec impatience le programme spécial île annoncé par le gouvernement juste après le drame de Bitenti survenu en avril dernier. Aminata Goudiaby, Fatick RFM. Aminata Goudiaby, ce week-end, le chavirement d'une pirogue à Faoé dans la commune de Djilas a fait 6 morts. Les passagers se rendaient à Sahor. Sur RFM au moins, on a des informations sûres et utiles. RFM, la radio de toute l'actualité. El Hadj Hamidou Kassé réagit à la sortie du professeur Babacar Gueye, le constitutionnaliste qui a déclaré hier dans l'émission de Grand Jury que le président Macky Sall peut briguer un 3e mandat en 2024 parce qu'il n'y a pas de disposition transitoire dans la Constitution. Mais pour le conseiller en communication, pour le ministre conseiller en communication du président de la République et par ailleurs cadre de l'APR, le débat sur le mandat est clos. Il précise par ailleurs que des dispositions transitoires ne sont pas nécessaires parce qu'il n'y a pas de changement de constitution. Nous ne sommes pas dans le cadre d'une nouvelle constitution. En 2016, il s'est agi d'organiser un référendum sur un ensemble de points, dont un sur la durée du mandat présidentiel. Par conséquent, la question ne portait pas sur le nombre de mandats, mais sur la durée du mandat présidentiel. Par conséquent, on n'a pas besoin, si nous sommes dans une continuité constitutionnelle, on n'a pas besoin de dispositifs transitoires. Et là, je me mêle peut-être d'un débat qui ne me concerne pas, qui concerne les juristes, mais en toute logique, dès lors que le problème ne se pose pas, on n'a pas besoin de dispositifs transitoires. Maintenant, politiquement, le président Macky Sall a lui-même proposé, et c'est ça qui est nouveau par rapport au nombre de mandats, le verrouillage. Le référendum de 2016 apporte le verrouillage des dispositions relatives au mode de scrutin, à la durée du mandat et au nombre de mandats. C'est-à-dire que ces dispositions ne sont susceptibles d'aucune révision, sauf si le peuple sénégalais adopte une nouvelle constitution. El Hadj Hamidou Kassé interrogé par El Hadj Ndiogoudienne. Le parti Réumi dans la tourmente avec une série de démissions pour le secrétaire national chargé des relations internationales de cette formation. Le problème de Réumi, c'est Déthié Fall. Yankoba Seydi reproche à leur vice-président un accaparement et une gestion planique du parti. Il était l'invité de RFM Matin ce matin. Un des problèmes de Réumi, c'est le fait que nous avons une vice-présidence macrocéphale, une vice-présidence qui n'a pas compris la délégation de pouvoir, la délégation de gestion plutôt du parti qui lui a été confiée de fait, et qui fait que, en réalité, tous les pouvoirs sont concentrés entre ses mains. Aujourd'hui, Déthié Fall est vice-président. Aujourd'hui, Déthié Fall est secrétaire national chargé des structures. Aujourd'hui, Déthié Fall est secrétaire national chargé des cadres. Aujourd'hui, Déthié Fall est responsable national des cadres. Et le fait simplement que le président du parti lui ait confié en réalité la vice-présidence avec tous les pouvoirs, parce que lui, en réalité, il ne gère pas le parti au quotidien, ça on le sait. Donc s'il lui confie ça, nonobstant toutes les autres responsabilités qu'il a, je peux vous dire qu'en réalité, le résultat, nous le voyons nous tous, ce n'est pas en réalité, à mon avis, une bonne chose.
Si le président voulait vraiment lui confier la gestion du parti au quotidien, il pouvait tout simplement créer un secrétariat général à côté de la présidence du parti et lui confier exclusivement la gestion du parti. Mais Déthié Fall, on ne peut pas lui reprocher toutes ces fonctions-là. C'est avec l'aval du président du parti. Donc, en quelque sorte, c'est Idriss Seck qui est responsable de cette situation. Idriss Seck n'est pas exempt de reproches, c'est vrai. Mais Déthié Fall devrait comprendre. C'est peut-être même pas le fait qu'il ait tous ces pouvoirs-là. Ah, mais je vous ai dit que Déthié a créé quand même des clans dans le parti. Ça, on l'a longtemps tu, mais je pense que le moment aussi est venu de le dire. RFM. L'actualité internationale. Avec Anna Rocha, d'abord au Nigeria, plus de 2300 personnes comparaissent à partir de ce lundi pour appartenance à Boko Haram. Il s'agit précisément, Georges, d'une série de procès à huis clos. C'est une première depuis le début de l'insurrection en 2009. À ce jour, seules 9 personnes ont été jugées et condamnées pour leur appartenance à Boko Haram. Youssouf Bodjon. Ces procès inédits vont se dérouler à huis clos dans le plus grand secret. Ils concernent des milliers de personnes arrêtées au Nigeria pour des accusations d'actes terroristes. Jusque-là, seules 9 personnes ont été jugées et condamnées au Nigeria pour leur appartenance à Boko Haram, selon RFI.fr. La justice fédérale se dit en mesure de juger 1670 personnes détenues dans le centre militaire de Kaniji. Mais déjà, il y a des interrogations sur le choix du gouvernement nigérian de tenir les procès à huis clos. Les autorités craindraient la diffusion d'informations sensibles par les médias. Mais pour un des avocats de la défense basé à Kano, contacté par BBC, ces procès inédits vont se dérouler à huis clos dans le plus grand secret. Ils concernent des milliers de personnes arrêtées au Nigeria pour des accusations d'actes terroristes. Jusque-là, seules 9 personnes ont été jugées et condamnées au Nigeria pour leur appartenance à Boko Haram, selon RFI.fr. La justice fédérale se dit en mesure de juger 1670 personnes détenues dans le centre militaire de Kaniji. Mais déjà, il y a des interrogations sur le choix du gouvernement nigérian de tenir ces procès à huis clos. Les autorités craindraient la diffusion d'informations sensibles par les médias. Mais pour un des avocats de la défense basé à Kano, contacté par BBC.com, la mise à l'écart des médias envoie un mauvais signal quant à l'organisation d'un procès équitable. Un analyste, toujours sur BBC, estime que ces procès de masse seraient une réponse à la pression internationale sur le gouvernement nigérian. Collision meurtrière Anna au large de la Tunisie. Une embarcation militaire a heurté un bateau de migrants au large de la Tunisie. Un bilan provisoire non officiel fait état de 8 morts et de dizaines de disparus. En République démocratique du Congo, un casque bleu est mort dans l'attaque d'une base. Selon les Nations Unies, 12 casques bleus ont aussi été blessés. D'après Radio France Internationale qui cite un porte-parole de la MONUSCO, l'attaque est attribuée aux rebelles ADF. En Tunisie, le ministre de la Santé est décédé hier dimanche des suites d'un malaise cardiaque survenu au cours d'un marathon. Une mort qui relance, selon BBC, le débat sur le système sanitaire tunisien touché par la corruption. Certains Tunisiens se disent inquiets face aux mauvaises conditions d'accueil dans leurs hôpitaux et face au personnel souvent débordé. Slim Chaker avait à peine fait 1 mois à la tête du ministère de la Santé et selon toujours BBC Afrique, il avait proposé des stratégies ambitieuses pour réformer ce secteur de la santé publique. France pour terminer avec la disparition du comédien Jean Rochefort. Jean Rochefort qui est décédé cette nuit, c'est dans un hôpital de Paris qu'il s'est éteint. Il était âgé de 87 ans. C'était l'un des acteurs les plus populaires du cinéma français, Georges. Merci Anna Rocha. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Oui, bienvenue sur cette antenne d'RFM. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Aujourd'hui, il est question du débat né de la sortie du professeur Babacar Gueye hier. Selon le constitutionnaliste, rien n'interdit au président Macky Sall de briguer un 3e mandat en 2024. RFM Sport. Il est bien là, Malal Junior Diagne, bonjour. Bonjour Georges. Alors, reprogrammation de Afrique du Sud, Sénégal, le Burkina Faso s'oppose à la tenue du match. Le Burkina a même saisi officiellement le tribunal arbitral du sport pour s'opposer à la tenue de cette rencontre qui a été donc reprogrammée pour le 10 novembre prochain.
Est-ce que cette nouvelle démarche de la Fédération burkinabé de football peut donc avoir des conséquences sur la reprogrammation? Youssouf Bodian a posé cette question à un spécialiste du droit du sport. Le professeur Abdoulaye Sakho répond ceci. Le Burkina est dans son droit en saisissant le tribunal arbitral du sport. Quand on examine une question en justice, il y a 2 points qu'il faut examiner. Le premier, c'est ce qu'on appelle la recevabilité. Est-ce que la demande, elle peut être examinée? Et maintenant, la deuxième chose, c'est ce qu'on examine au fond. Mais est-ce que la demande, elle est fondée? Ça, on est dans le cadre de la recevabilité. Dans un premier temps, je crois effectivement, parce que dans la justice sportive, telle qu'elle est organisée dans le cadre de la FIFA, il y a ce qu'on appelle une procédure d'appel des décisions des organes de la FIFA. Il faut que les Sénégalais ne se méprennent pas parce que la décision que le Burkina met aujourd'hui devant le TAS, ce n'est pas la première décision du TAS, du tribunal arbitral du sport, qui avait considéré qu'il y a eu influence sur un match de la part d'un arbitre. Cette décision, elle est définitive, c'est fini, c'est clair et net. Par contre, sur la base de ce que le TAS a décidé, un organe de la FIFA, qui est, je crois, la commission de qualification, a dit qu'il y a eu, puisque l'influence est avérée et qu'il y a peut-être eu autre chose, ils ont même fait état de Paris, ce match-là a été faussé, donc il faudrait le reprendre. Alors c'est cette décision de la commission de qualification que le Burkina Faso a soumis à nouveau au TAS. Le TAS va d'abord examiner est-ce que c'est recevable. On va dire oui, c'est recevable. Maintenant, est-ce que la décision, elle a les chances d'aboutir? On est en droit, on est en justice, c'est possible. Mais très sincèrement, je crois que quand le tribunal arbitral du sport statue sur ces questions-là, elle le statue en fonction de ce que nous appelons dans notre jargon la loi sportive. Et la loi sportive aujourd'hui, cela m'étonnerait que le TAS aille en contradiction avec la décision qu'elle a prise qui mettait en cause des questions relatives à l'éthique sportive. Qui mettait en cause donc l'éthique sportive. Le Ballon d'Or France Football 2017, ça y est, c'est parti. On va donc commencer à dévoiler la liste donc des joueurs retenus pour ce trophée qui récompense donc le meilleur joueur évoluant en Europe. Pour la première partie de cette liste de 30 dévoilés, il s'agit de 10 joueurs, parmi lesquels Neymar du Paris Saint-Germain, Dybala de la Juventus de Turin, Marcelo et Lucas Modric donc de l'équipe du Real de Madrid, N'Golo Kanté, Luis Suarez, Yann Oblak, Sergio Ramos ou encore Philippe Coutinho. Une deuxième liste sera donc publiée dans les prochaines heures. L'on parle basketball à présent. L'AS Douanes veut retourner en Afrique après avoir tout gagné au niveau national. Tout le championnat national, la Coupe du Sénégal, le titre de roi de la saison et de meilleure révélation. Les Gablous ont fait mémise sur pratiquement tous les trophées qui ont été mis en jeu au niveau national. Désormais, les responsables de cette équipe de l'AS de la Douane veulent aller en Afrique pour donc se frotter à ce qui se fait de mieux sur le continent. Demba Seck, le président de la section basket, il s'est dit d'abord tout heureux d'avoir tout gagné cette saison. Nous sommes satisfaits par rapport aux objectifs qu'on s'était fixés à l'entame de la saison parce que nous avions dit qu'on voulait tout gagner et Dieu a fait que nous avons remporté les 2 trophées au niveau national. Nous avons également joué la finale de la Coupe du Maire et on s'est arrêté pour la Coupe Saint-Michel en demi-finale. Donc c'était une ambition qu'on avait. À chaque chose que nous devons faire, il faut avoir de l'ambition. Essayer de mettre les moyens et mettre les joueurs, l'encadrement technique dans des conditions de performance. C'est ce que l'administration des douanes du Sénégal a su faire en mettant tout ce qu'il y a comme moyens et comme énergie pour qu'on puisse arriver aujourd'hui à ce stade. C'est ce que je voudrais dire. Féliciter les joueurs, l'encadrement technique et remercier monsieur le directeur général des douanes et le président délégué qui n'ont ménagé aucun effort pour mettre les moyens nécessaires pour qu'on puisse atteindre nos objectifs. Président, donc, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que vous ayez en Afrique la saison prochaine? Parce que vous avez tout gagné, comme vous le dites. Oui, comme on l'a dit, comme on l'a dit aux autorités, nous nous sommes dit qu'il faut, comme on a tout remporté. Nous avons tout remporté au niveau national. Maintenant, il est important que nous puissions retourner, affronter les meilleurs du continent, c'est-à-dire participer au championnat africain organisé par FIBA Afrique. Et cette année, nous avons cette ambition. Et nous y travaillons avec les autorités douanières pour pouvoir les voir des moyens pour y prendre part. Pour y prendre part, donc, nous parlons de volleyball pour finir. Georges, championnat d'Afrique chez les filles, les Lions du Sénégal défient la Tunisie cet après-midi. Après la défaite face au Kenya 3-7-0, l'équipe nationale du Sénégal veut se relancer pour tenter donc de franchir ce premier cap. Nous suivons et souhaitons bonne chance à l'équipe nationale du Sénégal. Merci Malal Junior Diagne. RFM, la chronique du jour.
Le slogan Ubitei Diangtei est plus que jamais acquis tout double pour le gouvernement. Mais le succès dépendrait surtout d'une bonne évaluation des précédentes sessions. La réflexion de Abdoulaye Cissé. C'est le genre de slogan qui peut vite devenir un pari fou. Pari fou parce que la montagne peut s'avérer insurmontable pour le challenger, ou alors pari fou à donner le tournis à celui qui a osé lancer le défi. L'enjeu de l'éducation pour tous étant un droit pour tous, je me répète, le pari n'est alors jamais trop grand pour un État, mais il faut assurément savoir par quel bout le prendre. Dans la forme, c'est le genre de slogan qui peut vite vous revenir à la figure tel un boomerang. D'abord parce que son échéance est datée. Ubitei Diangtei, comme dirait l'autre, c'est du Johnny Johnny. L'évaluation est vite faite et surtout pas besoin d'être expert de statistiques pour savoir qu'à l'école Manguier 2, les cours n'ont pas commencé. Pardon Manguier, j'espère que vos fruits sont tombés depuis, c'était juste un exemple. J'aurais pu prendre comme exemple un établissement témoin de l'école de Mbadakhoun, l'école témoin en plein air du village de Khaoul Godagen, l'école Fukibunt d'un établissement scolaire de Mbour qui me rappelle mes années à moi où la gageure des responsables était d'avoir une clôture pour l'école, sinon c'est la sécurité des enfants qui était mise en jeu puisque charrettes et autres voitures clando se disputent la diagonale de l'établissement pendant les récréations. Vous voyez que les enjeux sont disparates et surtout bien loin du Ubitei Diangtei. Et quand bien même c'est Ubitei Diangtei, me dirait-on que c'est un beau présage, mais quid alors de Suba, de Euleuk? Notre école a surtout besoin de lendemain enchanté, d'une année calme, toute tranquille, des enseignants apaisés, de parents impliqués et organisés, d'un environnement sain. Puisse l'autorité faire que le slogan Ubitei Diangtei ne soit pas qu'un vœu pieux. Je veux bien le croire, mais dans certaines contrées, c'est déjà cuit. Le slogan prête plus à sourire qu'à autre chose. Les parents ont baissé les bras, prenant date pour des jours plus heureux en termes de budget pour aller faire les courses des fournitures scolaires. L'administration de certains établissements, à défaut de plier, n'est pas à jour. Ne demandez surtout pas l'emploi du temps des élèves, ne serait-ce que pour le lendemain. Pour ça, on verra. Quid de la liste des classes? Je prends le pari osé que dans certains établissements, jusqu'à la fin du premier trimestre, ça va bouger quand on ne surcharge pas tout simplement, n'ayant pas le choix de toute façon. En fin de journée, chacun pourra évaluer le Ubitei Diangtei. Mais qu'a-t-on fait de celui de l'année dernière, puisque le slogan avait été déjà rabâché et mis à toutes les sauces? L'objectif de communication est peut-être atteint pour en avoir fait un slogan populaire. Mais le revers serait de glisser à la banalisation du concept. En effet, sans contenu ni inventaire, ça ne veut rien dire et cela n'appellera rien de notre conscience collective, et c'est bien ça le revers. RFM, la presse du jour. La rue de presse de Barthélémy Ngom, bonjour. Bonjour. La cloche a sonné, récréation terminée, l'école reprend du service. Le Ubitei Diangtei pourra-t-il être une réalité? Enquête pose le débat sur le concept qui fait son bonhomme de chemin depuis 3 ans. Le journal note qu'à quelques exceptions, les établissements scolaires sont dans les dispositions d'ouvrir leurs portes aux élèves pour le démarrage des cours ce lundi. Reste maintenant à savoir si les parents ont pris les mêmes mesures que les autorités et autres responsables d'école pour que leurs enfants aillent à l'école ce lundi. Enquête sur ce qui pourrait empêcher le Ubitei Diangtei cite les abris provisoires, les inondations, car certains établissements, même s'ils ne sont pas inondés, sont encore occupés par des sinistrés. Une question qui a largement été évoquée par la COSIDEP, la coalition des organisations en synergie pour la défense de l'école publique, qui a organisé ce week-end une foire des innovations pour l'éducation et la formation. Vox Populi donne la parole à un acteur du système éducatif. Il s'agit d'un syndicaliste, secrétaire général du QSEMS. Abdoulaye Ndoye, à la une du journal, met les pieds dans le plat. Pour lui, on ne peut pas parler de qualité dans un système où les accords signés ne sont pas respectés. Il ajoute qu'au Sénégal, après 30 ans de service, un enseignant peut rester 10 mois sans percevoir sa pension de retraite, ce qui, selon Ndoye QSEMS, est anormal. Mais ce qui le fait le plus mal, et il le dit à Vox Populi, c'est le taux de décès très élevé chez les enseignants. Loin de l'école sénégalaise et de la rentrée scolaire, l'observateur s'intéresse à la politique et donne la parole à l'ancien président de la République. Abdoulaye Wade, sur l'affaire de son fils Karim et le paiement des honoraires des avocats de l'État, prend selon l'observateur la défense de Macky Sall. Au lieu de leur verser les deniers publics, Macky Sall devrait plutôt faire renvoyer les avocats de l'État en correctionnel pour tentative de corruption. Gorgui ajoute
que les citoyens devraient signer des pétitions et organiser des marches de protestation pour empêcher qu'on donne 750 millions CFA à chaque avocat. Cet argent aurait pu permettre de payer les salaires des enseignants et des professeurs d'université, peste encore le pape du Sopi. Le témoin donne la parole à un des poulains de Gorgui. Maître Amadou Sall sur l'emprisonnement et l'exil de Wade fils enfonce le clou. Pour lui, Macky Sall a peur de Karim Wade. La preuve, des magistrats ont été entrepris pour écarter Karim de la course à la présidentielle. Présidence de la République, Macky Sall pourrait se représenter pour un 3e mandat. C'est le constitutionnaliste et professeur à l'UCAD, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Babacar Gaye, qui le dit. Des propos qui barrent la une du quotidien. À la page 14 du journal, Babacar Gaye, invité devant le grand jury de la RFM, s'explique. Il estime que les réformes adoptées lors du référendum de mars 2016 ont oublié des dispositions transitoires précisant clairement que le mandat de 7 ans en cours est le premier du président Macky Sall. Voilà ce qui pousse le professeur de droit agrégé à dire que juridiquement un éventuel mandat pour Macky Sall est possible. Mais, note le journal du groupe Avenir Communication, cette sortie du professeur Babacar Gaye a installé une vive polémique dans les réseaux avec une volée de bois vert des internautes qui se rappellent certainement de l'épisode Wade avec sa fameuse 3e candidature, c'était en 2012. Ce qui fait dire à Réumi Quotidien que le Sénégal n'est pas encore à l'abri du vieux démon. Le quotidien reprend et cite à nouveau le professeur Babacar Gaye qui déclare qu'une révision constitutionnelle peut clore le débat. Autre sujet qui fait les choux gras de la presse ce matin, cette manifestation des proches de Khalifa Sall, manifestation réprimée par les forces de l'ordre. La police gaze les khalifistes jusqu'à la salle de délibération, ironise Vox Populi. La police saccage l'hôtel de ville, pointe le quotidien. La police mate la rébellion des jeunes socialistes, peste encore l'As quotidien. Le quotidien Le Soleil s'intéresse à l'accès à l'habitat. 20 000 logements sociaux par an à l'horizon 2025. Cela va se réaliser grâce à des facilités octroyées aux promoteurs immobiliers du public et du privé. L'assurance, selon l'Astre de Anne, a été donnée à Kaolack par le ministre du Renouveau urbain, de l'Habitat et du Cadre de vie. La vie au Sénégal à l'épreuve du cancer. Walf Quotidien donne la parole à des spécialistes qui sonnent l'alerte. Le cancer fait des ravages au Sénégal. 10 cancéreux sont diagnostiqués par jour. Témoignage de malades. Ma vie a basculé, s'indigne Sylveria Ndiok. Dior Kassé, une autre patiente, regrette. Au Sénégal, dit-elle, les malades du cancer ne sont pas pris en charge. Félicitations et encouragement de Papa Abdoulaye Seck. Le ministre de l'Agriculture inscrit désormais Khelcom dans l'agenda du gouvernement selon Direct Info qui, parlant des récoltes de Khelcom, renseigne que le record de production a été battu cette année. Écho des éliminatoires du Mondial 2018 dans le quotidien Les Échos, les Lions à 2 points de Russie, écrit mon confrère. Stade Quotidien croit plutôt que c'est 1 point. Les Lions proches de Moscou, Ambré Libération. L'As Quotidien pose les 3 scénarios qui qualifient le Sénégal à la Coupe du Monde Russie 2018. Mbaye Niang nommé homme du match avec 2 passes décisives. Il impose le respect à ses détracteurs. Note Libération. La lutte avec Sunulamb. Combat du 29 octobre 2017. L'acte 2, modulo. Qui aura le dernier mot? Point d'interrogation. Bonne lecture. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. Aujourd'hui, on parle de cette sortie du professeur Babacar Gaye hier. Selon lui, rien n'interdit au président Macky Sall de briguer un 3e mandat en 2024. Le professeur Babacar Gaye évoque l'absence de dispositions transitoires dans la Constitution. Pour en parler, Ndiaga Sylla, expert électoral, coordinateur du département démocratie et processus électoraux au GRADEC. Bonjour Ndiaga Sylla. Bonjour. On revient à vous dans un instant. Mamadou Aliou Diallo, enseignant professeur de droit constitutionnel à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Bonjour Mamadou Aliou Diallo. Bonjour. Alors, vous avez suivi certainement le professeur Babacar Gaye hier, ou bien vous l'avez lu dans les journaux. Est-ce que vous êtes du même avis que le professeur Babacar Gaye qui déclare que rien n'empêche au président Sall de se présenter à l'élection présidentielle de 2024 au regard de ce qu'il y a dans la Constitution, ou bien au regard de ce qu'il n'y a pas dans la Constitution, c'est-à-dire les dispositions transitoires qui n'y figurent pas? On pourrait, si on a une lecture littérale de la Constitution, donner un feu vert, je ne peux pas dire accréditer la thèse défendue par le professeur Gaye, mais à mon avis, il faudrait mettre justement ces dispositions dans le contexte. Vous savez que, comme vous l'avez dit tout à l'heure dans la revue de presse, on avait également justement eu à vivre cette situation qui consiste
ce qu'il est en train de se présenter. Mais à mon avis, les choses ne sont pas les mêmes. En 2000, le président Wade était venu au pouvoir. Il n'a pas modifié une constitution, il a tout à fait créé une nouvelle constitution. Alors qu'actuellement, c'est une constitution qui existe, qui n'a pas l'objet de révision, c'est une constitution qui fait simplement l'objet de révision. Et ce qui a été révisé dans la constitution, c'est justement la durée du mandat. Et le candidat Sall, lorsqu'il était candidat aux élections présidentielles, disait quand je serai élu à la présidence de la République, je vais ramener le mandat de 7 à 5 ans. Et lorsqu'il a été président de la République, également, il a affirmé devant tout le monde qu'il voulait justement réduire son mandat de 7 à 5 ans. Il a utilisé la procédure, et vous connaissez le reste, le Conseil constitutionnel a dit que vous n'avez pas la possibilité de réduire ce mandat-là pour votre mandat en cours. Ce qui signifie quoi? Que par rapport à cette durée de mandat, à ce nombre de mandats, justement, on est régi encore par la Constitution de 2000, qui n'a pas été à ce propos-là. Par conséquent, on ne peut pas juridiquement défendre la thèse comme quoi que le président Sall pourrait encore briguer un 3e mandat. Plus clairement, il n'y avait pas besoin de mettre ces dispositions transitoires dans le texte. On pouvait, si on avait mis ces dispositions transitoires dans le texte, on aurait tué le germe dans l'œuf. Mais aujourd'hui, même s'il n'y a pas de disposition, je dis qu'il faut l'esprit de la Constitution. La Constitution, en réalité, elle voulait verrouiller la question relative et à la durée du mandat et au nombre de mandats. Parce que c'est deux éléments qui sont liés. La durée du mandat et le nombre de mandats. Concernant la durée de mandat, c'est ce que le président Sall a voulu modifier, l'amenant de 7 à 5 ans. Concernant la durée, le nombre de mandats, ça n'a pas fait l'objet de modifications, ce qui signifie que nous sommes gouvernés par aujourd'hui les dispositions de la Constitution de 2000. Par conséquent, que les dispositions transitoires soient maintenues dans la nouvelle Constitution, ou bien que ces dispositions soient absentes, il n'y a pas possibilité de défendre la question qu'aujourd'hui, Macky Sall pourrait briguer un 3e mandat. Parce qu'actuellement, il est en train de briguer son premier mandat, je dis bien son premier mandat, et la Constitution limite le nombre de mandats à 2. Quelle que soit la durée du premier, il n'est pas possible aujourd'hui de revenir dire qu'on peut briguer un 3e mandat. Alors, Mamadou Aliou Diallo, on revient à vous dans un instant. Le professeur Babacar Gaye a déclaré donc que rien n'empêche au chef de l'État Macky Sall de briguer un 3e mandat, mais parce qu'il y a une condition, s'il est réélu en 2019. Ndiaga Sylla, je le disais, vous êtes expert électoral, coordinateur du département démocratie et processus électoraux. Vous aviez relevé la même chose que le professeur Babacar Gaye. Aujourd'hui, plus qu'hier, vous en êtes convaincu? Oui, il faut dire effectivement que moi-même, en tant qu'observateur, j'avais, il y a un an, en février, donc à la veille justement donc, du référendum, adressé une lettre au président de la République dans laquelle je lui demandais de surseoir en fait, donc, au projet de révision constitutionnelle en attendant d'engager des concertations pour trouver un consensus. Et dans la même justement correspondance, j'avais indiqué en ces termes que, Monsieur le Président, il savait toujours que votre mandat en cours ne saurait être comptabilisé dans les 2 mandats consécutifs de 5 ans auxquels vous aurez droit après l'adoption du texte soumis au référendum, à condition que, je dis bien, vous insériez dans les dispositions transitoires une clause qui inclut le premier mandat de 7 ans. Or, par ce procédé, c'est ça justement où se trouve l'équation, vous ne respecteriez pas le principe de la non-rétroactivité, lequel vous a été signifié par le Conseil constitutionnel. Ici ajoute qu'une limitation du nombre de mandats consécutifs qui renferme le septennat ne serait pas conforme au 26e considérant du Conseil constitutionnel dans sa décision rendue le 12 février 2016. Et que dit ce considérant? Que pour la sauvegarde de la sécurité juridique et la préservation de la stabilité des institutions, le droit applicable à une situation doit être connu au moment où celle-ci prend naissance. Je pense que c'est ce qui a poussé peut-être le président de la République à renoncer justement à insérer dans les dispositions transitoires cette clause justement incluant ce mandat. Parce qu'en réalité, ce qu'il faut comprendre, et il faut partir de là, dans la première mouture qui a été soumise au Conseil constitutionnel pour avis, il y avait bien effectivement ce verrouillage justement sur le nombre et la durée du mandat. Mais qu'est-ce qu'a dit le Conseil constitutionnel par la suite dans son avis? Le Conseil a dit que le verrouillage sur le mandat présidentiel n'a pas sa place dans le dispositif. Donc le Conseil n'a pas dit qu'il faut l'enlever. Maintenant, il dit qu'il n'a pas sa place. Mais Ndiaga Sylla, qu'est-ce que vous faites de la Constitution sur la base de laquelle le chef de l'État a été
élu président de la République. Ce texte disait que le mandat du président de la République est limité à 2. Alors, moi, je suis en tant qu'observateur simplement, j'ai constaté que dans la première mouture, on avait inséré le verrouillage, et après l'avis justement du Conseil constitutionnel, qui n'a pas dit en fait qu'il faut l'enlever, le Conseil avait juste dit que sa place n'est pas dans le dispositif. Donc, on devait justement l'enlever du dispositif et l'insérer en fait donc dans les dispositions transitoires. Et voilà en fait ce que nous devons retenir des propos du professeur Babacar Gueye, qui est agrégé de droit politique. Maintenant, je dois avouer que le professeur Ismaïla Madior Fall, un autre agrégé, avait considéré au cours justement du panel organisé par le GRADEC en avril en fait donc 2017, que dès lors, et c'est ce que soutient d'ailleurs le professeur Diallo, dès lors que nous n'étions pas justement dans le cadre justement de changement de constitution, on n'avait pas besoin justement donc d'insérer cette clause. Maintenant, moi, la question que je pose, pourquoi donc avoir justement prévu ce verrouillage dans le dispositif contenu dans la première mouture? Moi, en fait, je pense que le plus important aujourd'hui, et peut-être c'est une sorte de leçon de morale que je tire justement de Chateaubriand dans ses mémoires d'outre-mer, et d'ailleurs une disposition, une citation que j'avais même insérée dans ce texte, qui dit qu'une loi n'est pas obligatoire. Elle peut toujours être changée par une autre loi. Contrairement à cela, la morale est permanente, elle a sa force en elle-même parce qu'elle vient de l'ordre immuable. Elle seule peut donc donner la durée. C'est pour cela justement que j'indique à la suite justement du professeur Babacar Gueye, il voudrait clarifier le débat en insérant de manière donc expresse justement cette clause incluant en fait donc ou comptabilisant en fait donc le premier mandat. Vous gardez la ligne, Ndiaga Sylla. Mamadou Aliou Diallo, est-ce qu'il y a possibilité aujourd'hui, comme le dit Ndiaga Sylla, d'en arriver à une réforme au moins pour rassurer les populations qui indiquerait que le chef de l'État, lui, est élu pour 2 mandats, en tout cas que cela concerne Macky Sall si bien sûr il est réélu en 2019? Oui, à mon avis, oui. Vous savez, quand on cherche la petite bête, on a toujours regardé la disposition de l'article 27 de la Constitution sénégalaise est très claire. Voilà ce que c'est en substance l'article 27. Le mandat du président de la République est de 5 ans. Point. Ce mandat est renouvelable une fois. Point. Cette disposition ne peut faire l'objet de révision que par le biais de référendum. Voilà ce que dit la Constitution. C'est tout à fait clair. Ce que signifie quoi? L'esprit, c'est quoi? C'est qu'il faut d'abord rationaliser la durée et le nombre de mandats. Tout ceci milite en faveur de quoi? La rationalisation de l'exercice du pouvoir. Donc l'esprit, c'est celui-là. Donc par conséquent, aujourd'hui, on a mettre une clause participer justement à clarifier le débat sur cette question-là, justement, concernant donc ce nombre de mandats. Mais à mon avis, même si justement ces clauses ne sont pas réinsérées dans la Constitution actuelle, à mon avis, rien ne peut militer en faveur justement d'un deuxième mandat du président de la République. Justement à ce niveau, sur quel texte doit-on appliquer au président Macky Sall élu en 2012 pour ce qui est du nombre des mandats? L'ancienne constitution ou bien, je ne dirais même pas l'ancienne constitution, le texte original ou bien la réforme? Mais en réalité, la question est très claire. Regardez, aujourd'hui, Macky Sall est en train de briguer. Il va faire combien d'années au pouvoir? 7 ans? Qu'est-ce qui a prévu cette durée de 7 ans? C'est la Constitution de 2001. La Constitution de 2001 donc, est en train d'être poursuivie. On dit que maintenant, dans cette même Constitution, que le mandat ne peut être que de 2. Et comme dire maintenant, non, il faudrait que l'on puisse revoir une possibilité de 3e mandat. C'est comme qu'il y aurait 2 poids 2 mesures dans la même Constitution. Une partie de la disposition serait régie par un texte antérieur et une autre question peut être régie par un autre texte, ce qui ferait 2 poids 2 mesures. Il faut suivre la au bout. Le mandat actuel du président de la République qui est en train de briguer, qui est de 7 ans, il a été sous le magistère de la Constitution de 2001. Merci Mamadou Aliou Diallo, enseignant professeur de droit constitutionnel à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Alors Ndiaga Sylla, très rapidement, le conseiller en communication, le ministre conseiller en communication du chef de l'État a déclaré que le débat sur le mandat est clos. Il précise d'ailleurs que des dispositions transitoires ne sont pas nécessaires parce qu'il n'y a pas de changement de constitution. Est-ce que cela vous rassure? En fait, je vous dis, c'est la même réponse que nous avait servi le professeur Ismaïla Madior Fall il y a quelques mois au cours de notre panel sur le bilan de la réforme des institutions. Et je pense que c'est une voie autorisée. Mais nous devons quand même reconnaître qu'une autre voie est autorisée en la personne du professeur
Babacar Gueye, quand même émet des doutes justement sur cette disposition. Et rappelez-vous bien, dans le passé, dans un passé récent, nous avons connu justement ce genre de problème. Et tout le monde reconnaît, je ne doute pas en fait donc de la bonne foi du président Wade, qui lui-même avait déclaré qu'il avait, à la suite justement de l'adoption de la nouvelle constitution, qu'il avait verrouillé le nombre de mandats. Et je pense même, les rédacteurs même de cette constitution pensaient justement bien faire. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le Conseil constitutionnel plus tard, au-delà de la controverse, a confirmé justement que le président Wade pouvait postuler pour un troisième mandat. Et aujourd'hui, dans le cadre de la dernière révision constitutionnelle, je pense que l'ambition en fait donc de l'initiateur en la personne du président Macky Sall était justement de verrouiller de manière expresse justement la question du mandat. Mais à la lumière justement donc de l'avis du Conseil constitutionnel, ils sont arrivés justement à enlever en fait donc ce verrouillage. Mais est-ce que l'on a besoin de dispositions particulières ou transitoires quand les choses sont déjà définies par celle-là générale? Moi, je m'en réfère à la thèse soutenue par l'éminent professeur Babacar Gueye. Donc, cela veut dire simplement que, alors que avec la dernière constitution, la constitution de 2001, nous n'avions pas de doute. Mais qu'est-ce qui s'est passé au final? On s'est rendu compte que justement, que le président Wade, contre toute attente, avait justement droit à un troisième mandat selon le Conseil constitutionnel. Alors qu'aujourd'hui, nous en sommes qu'au début, alors qu'il y a des voix autorisées qui doutent justement de l'existence en fait donc, de ce verrouillage-là. Donc je pense qu'en réalité c'est un débat qui est posé et il faut aller aujourd'hui pour en fait donc le vider, en fait donc aller justement à clarifier en fait donc cette discussion-là. C'est ma conviction profonde. Merci Ndiaga Sylla, expert électoral, coordinateur du département démocratie et processus électoraux au GRADEC. Quelques informations météo, le ciel restera largement ensoleillé sur le pays durant la journée. En fin d'après-midi, des orages et pluies pourraient se développer dans les régions sud, notamment sud-ouest. La chaleur sera marquée sur l'ensemble du territoire où les températures journalières vont osciller entre 32 degrés sur la côte et 39 à 43 sur les régions nord-est et par endroits au centre et sud-est. Les visibilités seront généralement bonnes. Les vents seront généralement de secteur ouest et d'intensité faible à modérée. C'est la fin de ce grand journal. Merci à Mamadou Vincent Diop qui en a assuré la partie technique. Merci à vous également de nous avoir suivis. Excellente suite des programmes sur Radio Futur Média. 13h, le grand journal en Wolof avec Mamadou Mohamed Ndiaye. Dialgat Khibar. ma falee dinaa leen defar ay micro yoo xam ne da ngay ñàng rek wax bi di dem. jërë ngeen jëf mbokk yi askanu sunu gaal waxtu laal ba